Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto. Cette semaine, comme à l'habitude, on va avoir notre segment historique. On va rencontrer Stéphane Dumaine, un collectionneur de la région de Granby. Mais avant, on va retrouver Johan avec son essai routier de la semaine. Demandez à n'importe quel passionné de l'automobile quelle est la meilleure voiture sport de l'histoire. Il y a de fortes chances qu'on vous dira Mazda Miata. Petite, légère, décapotable et surtout fiable, la Miata est parfaite. Point final. Le parfaite a quand même des défauts, la Miata. Pas de défaut, le Miata. Oui, t'es toute poignée là-dedans, ça n'a pas de puissance. Pas poignée. Ma prof de français de secondaire 1, parce qu'on est en Miata. Là. Oh yeah! Ma coiffeuse aussi. Oh yeah! Mais c'est aussi le fun! Comme mon réalisateur n'est pas d'accord, recommençons. En effet, la Miata a toujours eu un sérieux problème. Mais pour vrai, c'est pas si pire que ça, là. Ton texte. Son manque de puissance. Si seulement un constructeur avait le culot de construire une Miata, même format, même grosseur, mais avec un vrai moteur, là, on parlerait. Ah oui, c'est vrai. Honda l'a fait. Vers la fin de ses années de production, on reprochait à la S2000 d'être devenue trop chère pour ce qu'elle offrait. Pourtant, dès que Honda a arrêté de la commercialiser, tout le monde s'en plaignait et les modèles d'occasion ont vu leur valeur monter en flèche. Il appelait-tu S2000 parce que c'était en 2000, comme toutes les affaires qui s'appelaient quelque chose 2000, là, vélo 2000, camping 2000, resto 2000, Internet 2000. Non. Non, c'est juste parce que c'était une 2000cc. Puis en 2004, quand ça tombait à 2200cc, bien là, ils l'ont juste pas appelé 2200 parce que S2200, c'est laid. C'est laid. La S2000 proposait exactement ce qu'offrait une Miata, mais avec de véritables sensations fortes, tout en éclipsant au passage des roadsters européens, la Porsche Boxster, la BM Z3, la Mercedes SLK. Tous ces modèles sont arrivés au même moment que la S2000. Et Honda les a battus. Oui! Oui, ils ont battu. Puis il m'a dit tout ça pour la modique somme de, tu vois, c'était 50 000 à l'époque. Avec l'inflation, aujourd'hui, ça ferait 69 000. OK, mais rendu là, t'es quasiment mieux que les modèles européens. Ah non, pas du tout. Pas du tout. À l'époque, les médias automobiles, ils disaient vraiment que ça surpassait les Allemands, là. Mais c'est surtout son moteur qui lui a permis réellement de se distinguer, un bijou de moteur capable de révolutionner jusqu'à 9000 tours minute, fracassant le record du moteur atmosphérique pour l'époque qui développait le plus de puissance par litre. C'est à cause du VTEC. Oui, avec un bon vieux 4 cylindres, 2 litres. Ce 2 litres-là, sans turbo, sans supercharge, aîné, était capable de développer 240 HP, 237 pour les intimes et 153 pour les jeunes filles. Combien? 153. OK, c'est une diazette. Écoute, si tu étais capable de révolutionner jusqu'à 9000 tours, puis tu battais le char, personne ne passait en avant de toi. Si tu chiffres trop vite, n'importe quel mémé en minivan te dépassait. La S2000 est quand même un bijou d'ingénierie. On voit quand on ouvre le capot, il y a une énorme distance entre le début du capot et le moteur. C'est à peu près 84 cm. C'est ça qu'un tape à mesurer. Tout le temps, mon tape à mesurer sur moi. T'as pas de tape à mesurer sur moi? Oh yeah! Alors, le moteur est reculé pour vraiment aller chercher 50-50 en fait de répartition de poids. Et on voit aussi que le moteur n'est pas tout à fait droit, pas de niveau, il y a un angle dedans. Ça, c'est vraiment pour se rendre à la transmission jusqu'au différentiel sans perdre de puissance. C'est bien fait, ça. La S2000 était seulement offerte avec une boîte manuelle à 6 rapports. Et bien entendu, elle était propulsion. Tu faisais corps avec l'auto. Ouais. Oui. Prochain. Un peu comme dans une Miata, bon, vous êtes coincé. Le volant est non ajustable, alors c'est le banc qu'il faut ajuster pour être confortable. Non. OK. C'est épuré. Là, c'est la couleur rouge. C'est vraiment la S2000 qu'on nous a vendue dans les livres, dans les affiches à cette époque-là. C'était vraiment une voiture grise
avec l'intérieur rouge. C'était la signature de Honda. Qu'est-ce qui est spécial, c'est le tableau de bord qui est entièrement numérique. Ça faisait futuriste là, à l'époque. C'est vraiment sharp. Là. Puis là, on a le tour moteur jusqu'à 9000. Puis là, tout le monde dit « Ah ah, 9000! » Non, non, tu l'atteins, 9000. On a les volumes, la radio d'un côté et le Engine Start, qui était la première voiture de production avec un Engine Start. Après ça, on a la climatisation de l'autre côté. Comme ça, il n'y a pas d'autres boutons. Et on a même fait sûr de cacher la méchante radio. Alors, quand vous étiez passager de la S2000, bien, vous n'aviez rien à faire. Le conducteur s'occupait de tout. Bon, quelques petites modifications sur la S2000. On a le bumper en avant qui est CR. On a aussi les roues qui ne sont pas sur ce modèle-là en temps normal, mais ça reste que c'est origine Honda. Autre modification aussi, on l'a vu, là, c'est la suspension. Oui, la voiture est rabaissée. C'est quand même pas si pire. La route est vraiment dégueulasse, là. Puis, tu sais, je suis pas inconfortable, hein. Cette voiture-là était en avant de son temps. Autant pour la puissance que la tenue de route. On parle du châssis en X qui rajoutait la même rigidité qu'une voiture avec un toit, un hardtop, un toit dur. Alors, les ingénieurs disent, c'est pas à cause qu'on fait une cabriolet que ça tiendra pas la route. Bien, c'est mission accomplie. Bon, le volant est en titanium et il est non ajustable. Ça, c'est vraiment pour donner toutes les sensations de la route au conducteur. Moins d'engrenage possible, straight to the point, let's go, on s'en va aux roues. Et là, le conducteur, bien, il sent la route au complet. OK, c'est vraiment agréable. Je commence à tomber en amour! Alors, on dépasse pas les limites permises, là, mais c'est vraiment le moteur, il devient exceptionnel après 7000 tours. Avant ça, il n'y a rien qui se passe. C'est exactement comme la Miata là, sur ce point-là. Tu n'as pas besoin d'aller vite pour avoir l'impression que tu vas vite. Encore une fois, je tiens à dire que je respecte les normes du gouvernement du Québec en matière de sécurité routière. C'est ça être un exemple pour la société. J'aime ça! Sincèrement, Honda a fait une grave erreur de ne pas continuer puis de pousser cette voiture-là. Mais Honda ont le don de faire des voitures qui se vendent après leur mise en marché. Et c'est là que les prix explosent, que le monde veut les collectionner. La NSX, la Type R. C'est tellement dommage. Là, Honda ont compris. Ils ont dit, bon, ben regarde, tant qu'à faire des chars le fun puis qui se vendent pas, on va faire des chars plates qui se vendent. Et voilà. OK, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas trippé comme ça dans une voiture. Si la S2000 est si prisée aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a goûté à son moteur VTEC, c'est comme une ligne de... Non. Elle nous donne la piqûre. C'est mieux? Ouais. On tombe en amour avec sa beauté mécanique, le son qui sort de son capot et de l'adrénaline qui coule dans nos veines. Non, il ne s'agit pas d'une super voiture avec des performances à couper le souffle. La S2000 n'est pas la plus rapide, mais c'est la preuve, encore une fois, qu'une sportive n'est pas définie que par ses performances, mais par les sensations qu'elle procure à son propriétaire à chaque instant. Mais maintenant, bonne chance pour en trouver une qui est pas accidentée, qui est quand même bien entretenue et qui a un prix raisonnable. Aspirateur 2000. Garage 2000. Servilet 2000. Manicure 2000. Dépanneur 2000. Oh là, je t'ai pogné, là. Gym 2000. Oh, Notre collectionneur d'aujourd'hui possède une soixantaine de voitures et non, il n'a pas de préférence. Il a des américaines, il a des européennes, mais il y a deux caractéristiques qui doivent être au programme. Les voitures doivent être originales et avoir peu de kilométrage. Je vous amène rencontrer Stéphane Dumaine.
Hey, merci de nous recevoir Honorable chez Benoît, toi. merci à vous. Merci à vous. Écoute, on a choisi quelques modèles. Évidemment, on ne pourra pas parler de tout. Mais on en a choisi quelques-uns parce qu'il y a des belles histoires. Puis c'est toujours ça qui est le fun en automobile, c'est la belle histoire qu'on a derrière. Parle-nous de cette magnifique BMW 2002. Cette BMW, c'est de 1976. OK. Donc, cette voiture-là, je l'ai vue au Vermont il y a plusieurs années. Un propriétaire unique. Et croyez-le ou pas, cette voiture-là n'a jamais été repeinte, n'a jamais vu la pluie, n'a jamais vu l'hiver. Et puis, bon, elle a atterri dans mon garage. Et elle avait peu de kilométrage. Elle a peu de kilométrage, exactement. Tu l'as améliorée un petit peu. Il y a eu quelques petites retouches. Oui, mais en fait, pas de retouche de peinture. La Non, seule non, amélioration que j'ai faite, c'est que j'ai changé les roues. Oui. Donc, j'ai changé les roues. J'ai mis des roues Alpina. Tu as trouvé des roues Alpina 13 pouces. Oui, en Europe, en quelque part, là, en envoyant des sous sans savoir si je peux recevoir le tout de façon correcte. Mais c'est revenu. Tout est parfait. Mais c'est la seule modification que cette voiture-là a reçue. Et elle ne roule toujours pas l'hiver, mais elle va sortir un peu l'été. Elle va sortir cet été. On aura l'occasion de la voir dans quelques expositions estivales. Bon, bien parfait. On va continuer. Modèle que j'ai vu qui m'intéresse, une Civic. Pourquoi une Civic? Bien, en fait, une Civic, parce que, première des choses, je crois que ça fait partie de l'histoire automobile du Québec et du Canada, puisque c'était la voiture la plus vendue au Canada pendant plusieurs années. C'est vrai. D'une part. Deuxième chose, cette voiture-là, elle est impeccable. Elle a 10 264 km. C'est une 98. C'est une 98. Imaginez-vous donc que j'ai tous les records des changements d'huile qui ont été faits annuellement chez un concessionnaire québécois ici. OK. Même les pneus, on sait que les pneus sont datés normalement. Des pneus d'origine. Ce sont des pneus d'origine de c'est pas 98. Et cette voiture-là a été dans un garage toute sa vie. Parfait. Là, on va changer de registre un peu. On passe d'une Civic à une Cobra. Oui. Mais il y a une histoire intéressante derrière ce modèle-là. Il a été fabriqué ici, là, tout près. Là. Oui, ça a été fabriqué de A à Z par des gens de la région ici, des gens de Waterloo. OK. Mais on a respecté moteur, suspension, transmission et système de freinage. Donc, c'est très près de la réalité. Tu me disais qu'il avait même utilisé les moules originaux des de la blueprints, Cobra, des blueprints de la Cobra pour le fabriquer. Exactement. Donc, en termes de proportion, même à l'avant... Toute proportion gardée, c'est au millimètre proche. Alors, on continue. On s'en va vers un modèle Studebaker. Oui. Prochaine auto que j'aime bien, Studebaker, parce que ça, c'est un modèle assez particulier. C'est un 2-portes. C'est un départ. Puis qui était dans la région ici. Il était dans la région. OK. Ce véhicule-là a été restauré mécaniquement, esthétiquement par M. Yvon Baudry, OK. de la région ici de Saint-Paul-d'Abbotsford. Mais ce qui est agréable de ça, en fait, c'est que c'est un véhicule qui est un peu l'ancêtre du muscle car. Bien, on le voit par On le a style, hein? C'est Le racé. style, on a un 2-portes, on a un moteur qui est assez puissant. c'est un On parle de V8 qu'il y avait 283 HP, je crois. Oui. Donc, c'est quand même puissant. En 1956. Oui. Oui. Donc, comme je dis, c'est l'ancêtre du muscle car. Exact. Donc, c'est un sleeper, comme on veut dire. Mais ça paraît pas, mais c'est assez puissant. Puis ça, Donc, ça papa roule pouvait bien. avoir du plaisir. Puis les en enfants amenant la pouvaient s'asseoir. famille. Exactement. C'est bon. Ça, c'est une authentique autobus de la ville de Montréal. Voilà. Donc, OK. l'histoire du 2705, cet autobus-là a roulé dans les villes d'Ottawa pendant plusieurs années. OK. Par la suite, il a roulé à Montréal pendant plusieurs années. Là, tu vas m'expliquer comment tu t'es ramassé avec un autobus dans ta collection. Cet autobus-là a été restauré par la famille Véro ici à Granby, qui avait OK. plusieurs autobus. Et à la vente de l'entreprise, Connaissant le collectionneur, ils m'ont on dit, approché. toi, un autobus. Pourquoi pas? Puis eux voulaient assurer la pérennité de l'autobus qui a quand même pris 9 ans à restaurer. Ah donc, oui, il y a quand même quand beaucoup même. de travail Oui. derrière ça. C'est vraiment digne d'un musée, là. C'est digne d'un musée, exactement. Mais la Société d'histoire de transport en commun de Montréal a travaillé également sur ce projet-là. OK. Mais ils En savent partenariat, qu'ici- absolument. OK. Les gens de cette association-là viennent régulièrement pour la visiter. Ben, c'est bien spécial. C'est Oui. un beau morceau. Oui. Bon, on se déplace pas très loin. On s'en va voir. Écoute, je la trouve magnifique. Une Jaguar. T'es pas le seul.
Je la trouve magnifique. Non, je vois que tu as des prix à part de Ouais, ça. des prix, Écoute, cette auto-là a l'air neuve. Effectivement, le l'air neuve. Bon. Parle-nous du voyons modèle. les Tu as trouvé ça où? Ben, c'est une XK 140 MC. OK. Donc, 140, je ne sais pas si les gens le savent, mais dans le temps, il y avait les XK 120, 140, 150. 140 pour rouler 140 000 à l'heure. Oui. OK? Le moteur MC, ben, le moteur MC, c'est le moteur qui est un peu plus puissant que la normale. Ça, parce c'était que- le 6 en ligne, ça. C'est le 6 en ligne, Oui. exactement. Et ce qui est agréable de cette voiture-là, c'est que la couleur, là, elle est magnifique dans mon livre à moi. Et non seulement que ça, c'est qu'elle est née de cette couleur-là en 1956. OK. Donc, elle est pastel green, l'intérieur vert. Pour moi, je pense que c'est le plus bel amalgame de couleurs qu'il peut On y voit avoir. plus ça, cette On couleur-là. n'en voit plus. Non, C'est absolument. une belle couleur et la restauration a été faite de main. Les roues de Oh, broche, ouais, on a les fait- flancs on a- blancs, tout est là. là. Tout est là, exactement. Ça, t'as roulé-tu un peu? Aussi, OK. oui, toutes les voitures que je possède sont plaquées et As-tu un assurées. toit qui est caché quelque part? Il y a un ou- toit, OK. exactement, oui. Ça, tu l'avais trouvé où, cette auto-là? J'ai trouvé cette voiture-là au Québec, dans la région de Joliette. parce Et que- je ne suis que le deuxième propriétaire de ce Depuis véhicule. 56. Il a été vendu chez Bud Dyer en 56 à Montréal. Ah oui. Donc, une Jaguar Isca qui a vécu toute sa vie au Québec, il n'y en a pas d'autre. Il y a... Il ah, n'a non. qu'elle. Ah oui? Oui. C'est ça la particularité d'une collection. Voilà. Stéphane, on a pris le côté salon hein, dans ton 15 000 pieds carrés. C'est à peu près ça là, À peu qui est près, ici. oui. Évidemment, les collectionneurs, on dit toujours, un collectionneur, ça cherche la perle rare, ce qui est ton cas. Tu magasines souvent longtemps pour le trouver. Mais malgré tout, tu as quand même acheté 2 voitures neuves dans ta vie. Oui, effectivement. Une M6 puis une Jeep. Oui, exactement. OK. La M6 que je suis allé chercher en Alberta, c'était la dernière qui OK. était disponible en Ah, V10. OK, qui avait le même moteur que la M5 à l'époque. Voilà, le V10, Ouais, c'est ouais, la raison ouais. pour laquelle j'ai Puis acheté la ce Jeep, modèle-là. il y avait quoi de particulier? La Jeep, en fait, quand j'ai commencé à conduire, tout simplement, j'avais un Jeep. OK. Et puis, ce dernière édition de JK, dans les Jeeps récents, m'interpellait. La couleur Fait qu'il y avait quand m'interpellait même aussi. le collectionneur pas loin derrière Mais qui ce qui est disait... particulier, quand j'ai acheté ce véhicule-là chez le concessionnaire, je suis allé le chercher avec une remorque fermée. Et le vendeur me dit j'ai jamais fait ça de ma vie, livrer un auto dans une remorque fermée. Eh bien, j'ai dit tu m'as connu et Ben c'est voilà. qui je suis. Voilà. Puis, évidemment, il y a plein de véhicules dont on aurait pu parler. La collection s'agrandit. Puis, tu es toujours en mode acquisition, là. Ben, comme je disais tantôt, de mon jeune âge, oui. Ben, Donc, absolument. je suis encore en mode acquisition. Peut-être dans quelques années, je voudrais en vendre. Mais pour l'instant, je suis en mode acquisition. Bon, le message est passé, mesdames, messieurs. Si vous avez une belle voiture qui est originale, qui n'a jamais été repeinturée et qui a un bas kilométrage, appelez Stéphane. Ça risque de l'intéresser. Un peu de savon à vaisselle. Passe pas de longuant. Oh, ça fait pas 3 secondes, c'est bon. OK. Fait que c'est ça que tu fais. Oui? Ah ouais, mais ça n'a pas d'allure, Johan. Comment ça, ça n'a pas d'allure? Quelle sorte de savon t'as pris pour laver ta voiture? Le savon à vaisselle, c'est un dégraissant parfait. Et y a-tu autant de graisse que ça sur ta voiture? Ben, tu sais, les huiles, là, les graisses. Il y en a dans la vaisselle, mais pas sur l'auto. Non? Non. OK. J'utilise quoi dans ce cas-là? Un bon savon qui est conçu pour les voitures, Mais ça quoi de plus, ça? ben c'est le pH équilibré, puis ça n'abîme pas ton fini de voiture. OK, bon. Mais le reste, c'était bon. Fait que j'ai commencé par mes roues. Après ça, j'ai fait mon toit. L'inverse. Là, je vais te ramener à l'ordre. Parce que OK. Quand tu laves un véhicule, tu le rinces, hausse régulière, hausse à pression. Par la suite, tu remplis un seau. Et puis là, tu mets ton savon par la suite. La guenille qui est tombée à terre, tu l'as repris pour te laver ta voiture? 3 secondes, on est correct. Non, ça marche juste dans un restaurant, dans la cuisine chez vous, that's it. OK, OK. Si ça tombe à terre, tu le mets de côté puis tu prends un linge neuf.
Tu commences par le toit, les vitres, côté, le capot, le coffre, et tu finis toujours par les roues, avec les produits appropriés pour laver les voitures. Il y en a pour les mags, l'aluminium, l'acier et pour les pneus. Ça va faire un beau lavage. Tu vas prolonger la durée de ta peinture. Pourquoi qu'on finit par les roues? Parce que les roues, tu as toute la poussière de roue qui est une poussière métallique. OK, fait que ton métal, si tu l'as stagainé, bien, là, tu vas graffiner Et ta voilà. peinture. OK, c'est logique. Yes! Bon, ben merci, Eric. Ça fait plaisir, mon cher ami. Veux-tu un câlin? Oui. Je vais sauver mon auto. Aujourd'hui, dans notre chronique historique, on va parler de l'air conditionné dans les voitures. Parce que la plupart des voitures l'ont d'office, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, le premier brevet aux États-Unis a été accordé à un ingénieur de Buffalo dans l'État de New York qui s'appelait Ralph P.O. de Hood. La première compagnie qui a commercialisé une air conditionnée dans la voiture, c'est Packard en 1939. On appelait ces systèmes-là des unités de climatisation. Ces unités étaient fabriquées par une compagnie indépendante. C'était Bishop and Babcock, qui était à Cleveland, dans l'État de l'Ohio. Le système était conçu pour refroidir l'air à l'intérieur de la voiture en utilisant un cycle de réfrigération. Imaginez là, un peu, ça marchait comme un réfrigérateur. Il y avait une unité extérieure à la voiture, vous voyez un peu l'affaire. Et ça coûtait à l'époque plus de 250 $. Si on met ça en dollars d'aujourd'hui, c'était à peu près 5 000 $ pour l'option. Dans les années 40 et 50, les systèmes de climatisation des voitures sont devenus plus courants, mais c'était encore considéré comme un luxe. Il est encombrant, ajoutait du poids important à la voiture et on utilisait beaucoup d'énergie. Donc, ça consommait beaucoup d'essence au passage. C'est seulement dans les années 50 qu'on a réussi à améliorer suffisamment les systèmes pour en faire des systèmes plus efficaces. Dans les années 60, les systèmes de climatisation sont devenus plus compacts, plus efficaces et surtout plus abordables. Là, on a commencé à en voir plus, mais c'est intéressant de voir comment il y a eu un progrès dans ce domaine-là et qu'on peut aujourd'hui arriver à un système qui est très peu coûteux. Merci d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. La semaine prochaine, à l'émission, la Ferrari 400. Une Ferrari... Une Bitter SC 1985, encore plus rare qu'une Ferrari 400. On a réalisé qu'on n'a pas toujours une solution moderne à une vieille voiture. Oui, c'est meilleur sur une Toyota Corolla 2020, mais là, on parle d'un 56.